Chers invités, éminents experts, Madame l'ambassadrice, Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de l'Institut français de Bulgarie, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de notre cycle Europe, repères et valeurs dans le désordre du monde. Ce désordre évoqué, nous n'avons pas eu à l'inventer. En un an à peine, la carte du monde semble s'être redessinée sous nos yeux. Du discours de Munich, de J.D. Vance, au revirement américain sur l'Ukraine, des guerres avec l'Iran, jusqu'au débat de Davos sur l'émergence d'un ordre concurrent de celui des Nations Unies, les repères qui structuraient notre monde se sont déplacés et avec eux la place de l'Europe. C'est cette place que nous voudrions interroger ce soir. Sommes-nous condamnés à subir cette redistribution des puissances ou serons-nous en faire un moment refondateur? Et quel rôle dans ce nouveau paysage pour la France comme pour la Bulgarie? Ici, à Sofia, cette question n'a rien d'abstrait. Elle touche à la sécurité du continent, à son voisinage oriental, à la mer Noire et à la manière dont chacun de nos pays contribue à la voie européenne. Pour en débattre, nous avons l'honneur, le privilège de réunir deux voix d'exception, deux éminents experts et anciens ambassadeurs qui ont observé de près les grandes ruptures des 30 dernières années. Monsieur Michel Duclos, aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne, et Monsieur Stéphane Tavrov ont d'ailleurs une expérience en partage. Tous deux étaient représentants permanents auprès des Nations Unies lors de la Deuxième Guerre du Golfe. Nul n'est sans doute mieux placé que vous pour éclairer le moment que nous traversons aujourd'hui. Car c'est peut-être là l'enjeu de notre soirée, comprendre si cette confrontation, cette recomposition des rapports de force mondiaux condamne l'Europe à l'effacement ou si, au contraire, elle lui offre l'occasion de redéfinir son rôle. Le dialogue de ce soir sera conduit par une journaliste dont vous connaissez l'exigence et la finesse, Irina Nedeva, journaliste à la Radio Nationale et vice-présidente de l'Association des journalistes européens. Je remercie également nos interprètes qui nous permettront de suivre cet échange en français comme en bulgare. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Chère Irina, la parole est à vous. Много благодаря на Френския институт, на господин Люк Леви, както и на Френското посолство за този шанс да модерирам един толкова изключителен диалог. Сигурна съм в това. Защото наистина това, което се случва в момента в Европа и с света, поражда много сериозни безпокойства. Okay. Do this. Поражда много сериозни безпокойства и тези безпокойства, в които ние живеем, са свързани с усещането за това, че един ред се разпада, а този въпросът за ориентирите и ценностите на Европейския съюз, на Европа, от която ние сме част, вече не е теоретичен въпрос. Това е екзистенциален въпрос и то отдавна. От момента на пълномащабната военна инвазия на Русия, пълномащабната война на Русия срещу Украйна, до тези войни, които в момента разтърсват света и се отразяват на нашето съществуване. Нещо, което много ме изненада тази нощ. Не знам доколко всички вие в залата обърнахте внимание на един факт, който дойде от другата страна на Атлантика, от Съединените щати. Преди около 12 часа Камарата на представителите на Съединените щати прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на президента Тръмп по отношение на войната в Иран.
И на практика, докато светът наблюдава как Американския конгрес се опитва да сложи спирачки на една война, която мнозина смятат за незаконна и икономически изтощителна, ние можем да се попитаме дали това ще бъде повратна точка, но ние имаме прекалено много причини, буквално всяка седмица, всеки ден да се питаме дали сме в повратна точка, и това е част от това световно безпокойство. За Европа това не е просто поредната новина, това е симптом за свят, в който софтуера на международния ред е сериозно повреден. И пред една страна като България, която в началото, след падането на Берлинската стена, виждаше новия световен ред и Запада като едно единно ценностно тяло, Съединените щати и Европа заедно, а България мечтаеше да е част едновременно от НАТО и от Европейския съюз, като че ли въпросите, които предизвикват тези сътресения, имат съвсем различен характер тук, на източния фланг на НАТО и на Европейския съюз. И нека да кажа, че нека да мислим за нашите специални гости тази вечер и за тази уникална среща като една възможност да направим аналогия между 2003 година, по време на онази иракска криза. Те са в ООН, и двамата ни гости, в съвета за сигурност. Тогава единият представлява Франция, която тогава каза не на войната. Войната без мандат към онзи момент, според Франция, но другият, България в случая, която председателстваше съвета за сигурност в този толкова критичен момент, подкрепи коалицията на желаещите в, условно казано, тази втора война в Персийския залив. И сега представете си, 23 години по-късно, на практика тези двама души са заедно не в залата в ООН, в Ню Йорк, а в залата на Френския институт, зала Славейков. И ще имаме възможност да видим тази... дали работи това сравнение? 2003 срещу 2026. Втората война в Персийския залив спрямо третата война в Персийския залив, на която сме свидетели днес, с толкова много въпросителни. Светът е различен, ООН изглежда по-слаба организация, НАТО е под сериозно напрежение, Европейският съюз е по-голям, но не е непременно по-влиятелен. И за това е страшно важно да видим какви са отговорите на въпроса къде е Европа в момента и има ли каква е вероятността Европа да е силен геополитически играч в тази толкова сложна картина, а не просто географско понятие. И този въпрос е екзистенциален точно за тези страни като България, защото ние мечтаехме за това. И може би пък в тази мечта може да се огледа онази идея и за трансатлантическо сътрудничество, и за Европа, каквато я искахме и каквато я мечтаехме. Но нека да кажа, че с господин Люк Леви обсъдихме какви да бъдат стъпките и се съгласихме, че една драматургия в 3 действия, като в пиеса, може да помогне в нашите търсения. И ще започнем с въпроса каква е диагнозата. Защото посланник Мишел Дюкло, освен дипломатическата си кариера, е автор на книгата "Франция в разтърсващия се свят". Също така той има много сериозен опит в Сирия. Също така той е ръководил трудовете "Светът на новите авторитарни режими" и "Войната в Украйна и новият световен ред". Анализирал е възхода на новите авторитарни режими, които очевидно са свързани един с друг и е много важно да си даваме сметка за тази системна свързаност. И нека да кажа, че логиката ще е такава. Кратки тези. Започваме с диагнозата на безредието и след това ще преминем към какви са картите на Европа и ще завършим с Франция, България и източната част от Европа. Заповядайте. Nous n'étions pas dans le même camp, mais je vous livrais un secret.
les diplomates sont rarement complètement dans un camp. Et parce que justement, par déformation professionnelle, ils sont capables de comprendre le point de vue des autres, de se mettre dans les chaussures des autres. Et donc, on ne peut pas dire qu'on avait des relations très, très antagonistes. Avouons-le. Surtout que Stéphane avait le bon goût de parler français, uniquement français, au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale, et que donc on avait du mal à être vraiment hostile. J'ai dit qu'on n'était pas, on n'est jamais complètement dans le même camp parce que, au fond, d'un point de vue français, il fallait évidemment ne pas accepter la guerre contre l'Irak, mais en même temps, on n'était pas obligé de mettre notre veto. On aurait pu s'abstenir. On aurait pu dire aux Américains, on n'est pas d'accord, mais bon, si vous voulez vraiment le faire, on va se contenter de s'abstenir. Tandis que là, on a pris une attitude très offensive contre la guerre en Irak. Et vous voyez, finalement, il me semble qu'on avait plutôt raison de choisir cette manière très brutale de nous opposer aux États-Unis, parce qu'il y a des moments où il faut être clair. Et quand il y a eu le début de cette guerre en Iran, j'étais un peu surpris pour ma part, là aussi, hein, pardon, c'est la soirée des confidences, comme on se retrouve entre vieux amis. J'étais un peu surpris qu'on ne soit pas plus nettement en opposition au président Trump. Évidemment, on n'a pas approuvé. On a dit que c'était illégal, mais on n'est pas allé au Conseil de sécurité pour demander à condamner les États-Unis. On a aidé les pays du Golfe qui étaient attaqués par l'Iran. Et finalement, on a une position où je crois que les Iraniens comprennent qu'on n'est pas du côté de Trump, mais en Inde, au Brésil, en Afrique, je ne suis pas complètement sûr que notre position soit parfaitement comprise, parce qu'on doit se dire où sont-ils exactement, quoi. Et au-delà de ces deux notations, donc un peu impressionnistes et personnelles, ce que je voudrais vous dire, parce que là c'est plus stratégique et conceptuel, c'est qu'il est très important de comparer la première et la deuxième guerre du Golfe pour s'interroger sur cette troisième guerre du Golfe. Car la première guerre du Golfe, avec Bush senior, c'était une guerre approuvée par les Nations Unies, qui était menée avec une très grande coalition, avec un objectif légitime, compréhensible, et qui a marqué l'avènement de l'unipolarité américaine. C'était après la chute de l'URSS, et à ce moment-là, les États-Unis étaient vraiment les maîtres du monde. Et bien qu'étant les maîtres du monde, ils ont choisi la voie de la légalité. La seconde guerre du Golfe que nous avons connue, ça a marqué la fin de l'unipolarité américaine et le début de la multipolarité, avec un Bush junior qui choisit une coalition très limitée, en ayant avec lui quand même une partie du monde, et qui finalement rejette le passage par la légalité internationale. Et le cocktail de tout ça fait qu'à partir de ce moment-là, les États-Unis ont perdu quelque chose dans leur capacité d'être les leaders du monde, les gendarmes et les leaders du monde. Et dans cette troisième guerre du Golfe, où l'Amérique apparaît encore plus isolée, encore moins légitime, où les Nations Unies ont complètement disparu, la question qui me paraît angoissante, c'est sur quelle nouvelle configuration des rapports de force dans le monde ce conflit va déboucher. Surtout qu'il y a une autre différence majeure entre ce que nous avons connu et la guerre actuelle, c'est qu'aujourd'hui, la guerre est partout.
c'est le thème, je crois, puisque l'Iran vient après Gaza, qui vient après l'Ukraine. La guerre est partout, ce n'est pas une guerre mondiale, parce que les grandes puissances ne s'affrontent pas directement par des armées, mais c'est une guerre globale. C'est une guerre globale parce que chacune des grandes puissances soutient son camp. Donc les Occidentaux ont soutenu l'Ukraine contre la Russie et les Russes et les Chinois soutiennent l'Iran contre les États-Unis. Et puis surtout, les conséquences économiques touchent tout le monde. Alors, c'était un peu vrai avec l'Ukraine à travers les sanctions, mais c'est encore plus vrai avec l'Iran, où les Africains n'ont plus d'engrais, où l'inflation sévit partout dans le monde, où le marché du pétrole est complètement déstabilisé. Et ça ne concerne pas que l'Iran et les États-Unis, ça concerne littéralement tout le monde, y compris nous, Européens. Donc là, on est dans quelque chose de vraiment, je crois, complètement différent, qu'il est difficile d'analyser et dont il est difficile de percevoir les conséquences. Je vais peut-être m'arrêter là pour lancer la discussion. Pour revenir à ces années au Conseil de sécurité que nous avons connues ensemble avec Michel, expliquer un petit peu la situation de la Bulgarie à ce moment-là. Nous étions candidats, la Bulgarie était candidate pour devenir membre de l'OTAN. Et ce qui s'est passé par la suite a montré qu'on avait raison d'insister d'être membre de l'OTAN avec ce qu'est devenu la Russie de Poutine. Deuxièmement, la Bulgarie était aussi membre pour l'Union européenne, qui est notre destin. Et c'était extrêmement déchirant pour la Bulgarie de participer à ce Conseil de sécurité en 2002-2003, voyant d'un côté deux pays importants de l'Union européenne, à savoir la France et l'Allemagne, qui est un membre du Conseil de sécurité à ce moment-là, n'approuvant pas la politique de l'administration Bush, et d'autres pays européens être de notre côté. Tout simplement dit, la Bulgarie ne pouvait pas se permettre le luxe de risquer son appartenance, son accession à l'Alliance Atlantique à ce moment-là. Et on était bien obligé de suivre le cours de l'administration Bush. Il faut souligner le fait qu'à la différence de ce qui s'est passé avec l'Iran maintenant, à cette époque, les États-Unis ont choisi de passer par l'ONU avant d'agir. Ils ont déployé des efforts. C'est à ce moment-là que les différends sont apparus entre les Américains et certains de leurs alliés européens. Mais alors que là, aucune tentative n'a été faite par l'administration Trump de passer par les moyens légaux, à savoir le Conseil de sécurité et l'ONU en général, pour faire ce qu'il a fait en Iran. Et quand je parle de drame, je parle aussi du fait que, moi personnellement, mais aussi d'autres, nous nous rendions compte que ce que faisait Bush à l'époque, et encore plus, c'est encore plus vrai d'aujourd'hui, ce que fait Trump, affaiblit les États-Unis. Or, l'intégration européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale a pu se faire sous le parapluie stratégique, pour ainsi dire, sous la protection stratégique des États-Unis. Et donc, un affaiblissement des États-Unis voulait dire l'affaiblissement de l'Occident, de l'Ouest en général. Aujourd'hui, ce terme, grâce à M. Trump, est mis en question.
Et donc cet ouest, Irina, tu en as parlé, à laquelle la Bulgarie, qui s'était débarrassée du communisme, aspirait, disparaissait devant nos yeux. Et ça disparaissait devant mes yeux à New York lors de ces mois dramatiques de la crise irakienne. Et ça m'a beaucoup marqué, je dois dire. Je dois dire que, oui, sur le dossier irakien, la Bulgarie et la France n'étaient pas du même côté, mais sur d'autres dossiers l'ordre du jour du Conseil de sécurité, et je dois vous dire que 70%, c'était ma découverte personnelle du reste, 70% des questions traitées par le Conseil de sécurité sont liées à l'Afrique. La RDC, le Sahara occidental, etc. Et là, la Bulgarie était très souvent, sinon presque toujours, du même côté que la France. Donc voilà, et une petite note personnelle, c'est à ce moment-là, lors de ces consultations extrêmement intéressantes et dramatiques, que j'ai découvert, il y avait là, il y avait les ténors de la diplomatie internationale. Il y avait du côté russe Sergei Lavrov, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui, bon, on peut le juger moralement ce qu'il veut, mais bon, c'est un diplomate chevronné. Mais aussi, il y avait de grands ténors. Et là, il y avait Michel Duclos, qui se distinguait à mes yeux, aux yeux de mes collègues de la délégation bulgare, par la finesse de ses analyses et la profondeur de ses analyses. Et je ne suis pas du tout surpris qu'il est devenu la star qu'il est maintenant pour les médias français, parce que son jugement et son analyse sont des plus pertinentes. Et c'est pour cette raison que je suis tellement ému et d'être à ses côtés lors de cette discussion. Et merci à Luc d'avoir pensé à moi. Другото е много интересно това, че говорихме си на английски преди да влезем в залата, защото аз не се чувствам толкова свободно говореща френски. И ми стана много любопитно какъв беше основният език и в Съвета за сигурност и в ООН в това време, 2003, ако все още стоим на тази дата, френски или беше? Може би не случайно господин Тафров избира да говори само на френски тук. Какъв беше езикът там? L'ONU, les Français parlaient français, mais aussi, à ce moment-là, la Bulgarie, moi, je m'exprimais uniquement en français. Voilà. Sinon, les Russes parlaient russe, les Espagnols en espagnol, les Anglais et les Britanniques parlaient anglais. Voilà. Les Américains parlaient espagnol aussi. Bon. Et les Chinois, le chinois. C'était très important que l'ambassadeur de Bulgarie parlait français. C'est toujours quand même un grand atout vis-à-vis de la France. Je veux dire d'ailleurs que l'ambassadeur américain, Negroponte, était très bon francophone, puisqu'il a fait une partie de ses études à Sciences Po Paris. Et c'était évidemment un très bon diplomate aussi, mais il avait quelque chose de particulier qui mérite d'être réfléchi. Un jour après après l'invasion, quand on faisait des résolutions ensemble sur l'Irak, je me souviens d'une fois où il avait réuni les collègues du Conseil de sécurité, il y avait le Mexicain. Et le Mexicain a fait des propositions que Negroponte a balayées d'un revers de la main. Puis la réunion était terminée, les uns les autres sont partis, et comme souvent avec la Sabir, on est resté avec Negroponte. Et l'ambassadeur, qui était la Sabir, qui était mon ambassadeur, lui a dit « Mais John, pourquoi tu as écarté ce qu'a dit le Mexicain ?» Et John a dit « Mais je ne vais pas écouter ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce qu'il a raconté. Je ne vais pas écouter
ce que dit l'ambassadeur du Mexique, qui de toute façon ne va pas apporter la moindre troupe à nos forces en Irak. Et la sablière lui dit, mais John, tu as tort, qu'il soit mexicain ou n'importe quel pays, ce qu'il disait était intelligent. Tu aurais dû l'écouter. Et je vais te redire ce qu'il a dit, parce que tu devrais en tenir compte. Et déjà, à cette époque-là, c'était un fonctionnement de la diplomatie américaine qui n'était pas tout à fait, quand même, ce qu'on avait connu après la Seconde Guerre mondiale. Une administration hyper professionnelle et capable d'écouter les bons avis. Donc, d'une certaine façon, le verre était déjà dans le fruit dans cette administration Bush. Alors aujourd'hui, évidemment, je pense que l'ambassadeur du Mexique n'aurait même pas accès au bureau de Negroponte. В този ред на мисли, можете ли с едно изречение да поставите диагнозата на безредието? Какъв беше основният момент, в който започна пропукването на този световен ред, който познавахме? С залеза на професионалната дипломация ли? С намесата на някакъв друг вид интереси или пък с демонстрацията на груба сила? Имате ли отговор? Кой е най-яркият момент, в който вече всички разбрахме, че нещата не са същите? Посланник Дукло? Войната в Украйна или след нея? Le moment clé, c'est quand les Américains n'ont pas défendu l'Ukraine. Parce que les Russes soient des disrupteurs de l'ordre international, après tout, ils ont leur logique, ils sont dans leur rôle, etc. Et voyez-vous, en 1950, s'il y avait eu le type de menace que proférait Poutine sur l'Ukraine, le président des États-Unis aurait envoyé une brigade américaine à Kiev. Et tout le monde aurait compris le message. Là, au contraire, le président Biden s'est contenté de discours, de mettre en garde. Donc là, on a eu la première fois le sentiment que les Américains renonçaient à leur rôle de pilier de l'ordre international. Et s'il n'y a plus de pilier, il n'y a plus d'ordre. Mais évidemment, en même temps, la position américaine avait une certaine logique. Ils veulent se retirer des affaires du monde, très bien, c'est une chose. Et dans ces conditions, c'est évident qu'ils ne devaient pas attaquer en Iran. Surtout avec un président Trump qui avait été élu sur un mandat anti-guerre. Donc ça, c'est assez incompréhensible qu'ils ne veulent pas jouer le rôle de pilier de l'ordre international, mais en plus, ils se joignent à ceux qui sont des disrupteurs de l'ordre international. C'est ça un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Avec cette analyse, j'ajouterais un détail important, je crois. Parce que là, il s'agit, l'agression russe contre l'Ukraine n'est pas une guerre anodine. C'est quelque chose d'absolument sans précédent dans l'histoire de l'Europe et du monde après la Deuxième Guerre mondiale. Et un membre permanent du Conseil de sécurité, qui est supposé être un pilier de l'ordre international, se permet d'agresser un pays voisin, comme si la Bulgarie, si la France, prétextant qu'un certain nombre de Belges, des Suisses sont francophones, envahissait ces deux pays. C'est pareil, où les États-Unis envahissaient le Canada. Ça, c'est sans précédent. Parce que les membres permanents du Conseil de sécurité ont des responsabilités particulières pour cet ordre international. Et le comportement de la Russie d'abord, mais aussi, après, comme disait l'ambassadeur Duclos, par la suite, ce soutien des plus
tiède de la part d'abord de l'administration Biden, mais après surtout cette hostilité vis-à-vis de l'Ukraine et de l'Europe de la part de l'administration Trump a complètement fini par déstabiliser l'ordre international et par nous mettre dans une situation impossible où l'Europe doit penser à sa propre défense, peut-être sans les Américains, pour la première fois après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, là, avec d'autant plus qu'il n'y a pas que la Russie, il y a une Chine dont la puissance monte, qui est une vraie menace pour l'Ouest, si cette notion est toujours d'actualité, et avec une Russie qui a quand même prouvé une fois de plus qu'elle est incapable d'abord de bâtir une démocratie pour elle-même et de là devenir un partenaire, une partie de l'Europe constructive, un pays qui fait partie de l'Europe et permet à l'Europe de contenir la menace chinoise. Bien au contraire, cette Russie qui est en train de se vassaliser vis-à-vis de la Chine. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe en général. Donc voilà ce que je voulais ajouter à ce que vient de dire l'ambassadeur Duclos. Интересно ми е да попитам господин Дюкло за ролята на Китай в момента по отношение на Европейския съюз и какво Европа всъщност може да направи в тази толкова сложна картина, в която Съединените щати не са онзи надежден партньор, който бяха. Това даже е видно в новата национална доктрина за сигурност на Съединените щати, където пък Европа не е описана като партньор, а като конкурент. Тоест, нека да преминем към акт 2, към действие 2, от диагнозата на безредието към това какви са картите, които има Европа в момента, така че да запази своята роля или пък даже да направи стъпки, които да променят това безредие в друга посока. Bon, je n'ai pas la réponse à votre question parce que sinon je me présenterai à la présidence de la République en France. Mais quelques éléments quand même. D'abord, un premier point, et là aussi on raconte nos histoires personnelles, on mélange les deux. Je m'intéresse depuis un certain nombre d'années au thème des puissances moyennes, les middle powers, que le Premier ministre M. Carnet a mis à la mode à Davos. Alors, s'il y a une très grande polarisation du monde, c'est sûr que ça va être très difficile pour les moyennes puissances de ne pas choisir leur camp, probablement. Mais d'un autre côté, actuellement, on peut soutenir le paradoxe suivant, c'est que nous sommes tous des puissances moyennes. Quand vous voyez que l'Ukraine est capable de mettre en échec la Russie, que l'Iran est capable de mettre en échec les États-Unis, vous vous dites que demain, si la Chine attaque Taïwan, Taïwan est capable de rendre la vie difficile à la Chine. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les guerres ne finissent plus. Jadis, quand vous perdez une guerre, vous allez dans un coin d'une forêt, dans un wagon, et vous signez la capitulation. Aujourd'hui, ni l'Ukraine ni l'Iran n'envisagent de signer à un moment donné la capitulation. Même le Hamas ne le fait pas. Donc, moi, je vois très mal Taïwan se rendre en attaque chinoise. Et dans ce monde-là, si on part de l'idée qu'il n'y a que des puissances moyennes, l'Europe a autant de capacité d'agir, de résister, de marquer les événements
que d'autres. Simplement, l'Europe, dans la guerre globale que j'ai évoquée tout à l'heure, a du mal à s'affirmer parce qu'évidemment, elle est prisonnière du conflit ukrainien. Nos gouvernements sont tétanisés par ça, et à juste titre. Hein. On les comprend, évidemment. C'est une question de vie ou de mort pour nous. Et donc, la menace russe d'un côté, le désengagement américain de l'autre, fait que pour les gouvernements européens, quels qu'ils soient, c'est la priorité des priorités. Je voudrais dire que pour moi, pour que l'Europe existe, il y a un point de passage obligé, c'est le réarmement. Parce que on ne pourra retrouver une certaine liberté d'esprit, d'action, etc., que si on peut vraiment être sûr de dissuader une agression russe. Avec d'ailleurs un moment très dangereux, c'est que comme justement les Russes doivent se faire le même calcul, ils ont beaucoup de défauts, mais c'est des stratèges, ils peuvent avoir la tentation d'attaquer dans une attaque préemptive pendant que Trump est encore à la Maison-Blanche et avant que les Européens aient réussi à remonter sur le plan de leur défense. Ça, c'est un vrai risque. Mais ceci étant dit, on n'a pas d'autre choix que de se réarmer vraiment. Et à partir du moment où l'Europe, les Européens redeviendraient une puissance militaire, ça veut dire aussi qu'ils auraient une capacité de jouer un rôle dans le désordre mondial, au moins pour sécuriser leur environnement. Donc c'est les deux choses, c'est à la fois face à la Russie et face au désordre du monde. Mais ayant dit cela, j'ajouterai un troisième point, c'est qu'il est vrai aussi qu'il ne faut pas être uniquement une puissance militaire. On voit bien que la Chine se garde bien d'utiliser la force officiellement. Et donc, pour l'instant, et que la Chine est en train d'exercer sur l'Europe une pression d'une autre nature, une pression économique. Et dans le schéma que je viens de décrire, je dois dire que moi-même, je ne suis pas spécialiste de la Chine, c'est un peu le grand mystère, parce qu'ils sont en train de tout gagner sans avoir à bouger. Ils voient tout le monde venir à Pékin. Un jour, c'est Trump, le lendemain, c'est Poutine. Et donc, c'est eux qui apparaissent comme les maîtres du monde. Heureusement, ils ont quand même beaucoup de faiblesses aussi, notamment démographiques, économiques. Mais s'ils sont capables de gagner la course technologique contre les États-Unis, à un moment où les États-Unis se détournent, ce qui est absolument incroyable, de la recherche fondamentale, par exemple, alors là, oui, on pourrait vivre dans un monde chinois. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et il faut que les Européens arrêtent de considérer qu'ils sont plus faibles que d'autres, plus menacés. Dans ce monde où chacun, au fond, a ses limites, où les faibles sont moins faibles que jadis vis-à-vis des forts, il faut que les Européens se rendent compte qu'ils ont une capacité de se défendre. Въпросът е, европейците гледат ли на себе си като на стратегически самотна сила, стратегически самотна средна сила, ако използваме тази метафора на канадския премиер, или има различия? И ми е много любопитно, господин Тафров, какво ще ни каже по отношение на, примерно, да видим Полша или Балтийските държави, които продължават да виждат възможният военен чадър основно като американски, а не като европейски в тази конфигурация. Тоест, как Европа да изгради своя стратегически суверенитет при положение, че между западната и централната част на Европа и източния фланг има сериозни различия? La situation que vous décrivez concernant les différends entre la partie centrale orientale de l'Union européenne et la partie occidentale était vraie jusqu'à un certain moment. Elles le sont beaucoup moins avec le comportement et l'imprévisibilité des États-Unis sous la direction de Trump. Et même en Pologne et dans les pays baltes et ailleurs, dans les pays scandinaves notamment,
montre l'intérêt pour le réarmement, pour l'armement européen, pour la défense européenne, pour ce que le président français Emmanuel Macron appelle la souveraineté de l'Europe, une Europe souveraine. Parce que, force est de constater qu'avec Trump ou sans Trump, les États-Unis sont moins intéressés par l'Europe, pour des raisons qui les regardent. Ils on ne peut pas toujours compter sur eux sur les défenses américaines. Et comme vient de le dire l'ambassadeur Duclos, s'il avait une attaque surprise des Russes, par exemple, sur un pays membre de l'Union européenne, on parle par exemple de cette petite ville estonienne de Narva, qui est juste à la frontière avec la Russie, et avec une population russophone. Si les Russes voulaient faire une provocation, on n'est pas du tout sûr que les Américains réagiraient, surtout avec Trump, loin de là. Donc, besoin de réarmer, besoin de créer l'Europe puissance, l'Union européenne en tant que puissance militaire. Et là, il faut se rappeler l'histoire. Parce qu'au moment du lancement du processus de l'intégration européenne, par la France, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux, du temps de la création de la communauté européenne du fer et de l'acier, en fait, la situation n'était pas un peu similaire, parce que les Américains voulaient rapatrier leurs boys aux États-Unis. Et ils voulaient créer une Europe forte pour qu'elle puisse se défendre de l'Union soviétique. Et à ce moment-là, ils ont encouragé cette initiative essentiellement franco-allemande pour rendre l'Europe plus résiliente vis-à-vis du communisme en général. Et de là le plan Marshall, etc. Mais les Européens, ce sont en fait les Européens qui ont insisté auprès des Nations Unies de rester d'une manière ou d'une autre en Europe pour pouvoir les protéger du danger communiste. Et c'est ainsi qu'a été créée en fait l'OTAN. Maintenant, on est face à une situation où les Américains ont fini par vouloir se retirer petit à l'Europe, et donc il faut penser à notre défense nous-mêmes. Le problème qu'a l'Europe, à mon avis, de ce point de vue, est le fait qu'on n'est pas un État-nation. Parce que le monde que décrivait Michel Duclos tout à l'heure est un monde, il parle d'État-nation, finalement. Chine, Russie, États-Unis, Iran, je ne sais pas, la Turquie, etc. Alors que là, on n'est même pas une confédération. On n'a pas les institutions qui permettent à un vrai État de fonctionner en matière de défense. Force est de le constater. Donc, et c'est pour cette raison que les pères de l'Europe, et là, l'histoire nous enseigne des leçons, ont dès le début parlé de fédéralisme. Le mot fédéralisme a été employé par Robert Schuman, par tous les pères de l'Europe, par Jean Monnet. Et je ne dis pas qu'il faut créer demain une Europe fédérale, parce que ce ne serait pas réaliste. Mais il faut savoir que sans de vraies institutions étatiques de cette Europe qui fonctionnent mieux, qui d'abord s'occupent de défense, on n'a pas de mécanisme européen qui s'occupe de la défense, l'Europe ne pourra pas faire face à ces défis d'une Amérique qui est en train de se retirer et d'une Russie hostile, vassalisée à la Chine. Et là, pour conclure
cette partie de mon intervention, je voudrais revenir à plusieurs ici dans l'audience peut-être m'ont entendu parler de ce souvenir que j'ai très fort du moment où la Bulgarie rejoignait l'OTAN. Et donc, les nouveaux pays membres, nous avons décidé d'organiser une réception pour tous les pays membres de l'Union européenne, des Nations Unies, dont la Russie. Et donc, sachant très bien que les Russes étaient hostiles. Et donc, cette réception devait se passer à la mission bulgare, parce qu'elle était la meilleure, chez moi. Donc. Et j'envoie une invitation à l'ambassadeur Lavrov. Et je le vois le même soir à une réception quelconque. Il avait un peu bu, je dois dire. Et je lui dis, écoute, tu vas recevoir une invitation pour cette réception. Si tu ne venais pas, bon, je comprendrais, bon, je connais la position russe. Et il me dit, tu sais, le fait que la Bulgarie va rejoindre l'OTAN me laisse tranquille. Enfin, je peux dormir la nuit du fait que la Bulgarie va rejoindre l'OTAN. Mais tu sais ce qui ne me permet parfois de dormir. Je dis, quoi ? Tu sais quelle est tu connais la population de la Sibérie? Moi, je dis non. 20 millions de personnes. Et c'est un immense territoire. Et tu connais la population de la Chine? 1 milliard et quelques. Donc, et ils sont juste en dessous. C'est ça qui ne me permet pas de dormir pendant la nuit. Donc, il avait, Lavrov, qui par la suite, malheureusement, est devenu un criminel de guerre. Là. C'est ce qu'il est devenu maintenant. Mais là, il avait conscience du fait de la situation de son pays vis-à-vis de la Chine. Et je lui ai dit, mais choisissez l'Europe, choisissez nous, vous êtes parti un pays européen. Bon, ils ne l'ont pas fait, ils ont fait l'inverse, ils vont souffrir eux aussi. Добре, това обаче показва едно мислене през сила и през големина. Големина на телата, нали така? И бройки. По време на война всъщност това има огромно значение. Винаги, когато има силови сблъсъци, има значение обема, масата и броя. Виждаме го и в момента. Има ли начин Европа да играе с силни карти, без да залага върху същите характеристики? Тоест да не гледа на себе си като на световен изнудвач, да не гледа на себе си като на някой, който може да нарушава граници, да нахлува в чужди пространства и същевременно с това да бъде силна в един свят, в който силата има все по-голямо значение. С какво всъщност като инструментариум разполага Европа и може ли с ценности да се пребори това ново световно хулиганство, довело до световния безпорядък? La valeur, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut se réarmer. Et voyez-vous, je suis d'accord avec Stéphane, il y a un problème de structure, dans quel cadre, etc. Mais en même temps, partons du concret. Il y a un pays qui compte plus que les autres, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne est décidée à investir à fond sur la défense. Ils vont avoir un budget de la défense qui sera le double du budget de la France dans les mois qui viennent. Et cela pendant des années. Bon, quand vous êtes russe, ça doit parler à votre imaginaire quand même. Et je ne suis pas là pour faire de la propagande pour Paris, bien sûr, mais je vous recommande beaucoup de lire le discours du président Macron à l'île Longue, qui est un discours qui parle du parapluie nucléaire français qui pourrait jouer un rôle au service d'un certain nombre d'autres pays en Europe.
Et ça, c'est la partie qui a été retenue par les médias, par beaucoup de gens. C'est vrai que c'est un peu spectaculaire. Le fait qu'un certain nombre de pays, à commencer par l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas, Norvège, des pays comme ça, aient dit oui à entrer en discussion avec les Français là-dessus, ça en dit beaucoup sur les doutes qu'ils éprouvent à l'égard du parapluie nucléaire américain. Parce qu'il y a 2 ans, les mêmes propositions françaises se heurtaient à un manque d'intérêt total. Donc il y a ce premier point. Mais l'autre point important du discours, c'est que pour la première fois, un président de la République française reconnaît que sur la dissuasion conventionnelle, on est nul. Et n'importe quel Français qui réfléchit un peu voit que les Russes ont beau avoir des millions d'ogives nucléaires, ça n'empêche pas les petits Ukrainiens de bombarder tous les jours des installations pétrolières, logistiques et autres russes. Autrement dit, les Français prennent progressivement, ils n'en sont pas encore là, hein, mais ils prennent conscience que l'arme atomique ne suffit pas à tout. Et comme dans l'état où est notre économie et nos finances, on ne va pas d'un seul coup, nous, devenir une puissance conventionnelle considérable, ça peut passer que par un réarmement européen. Et donc, à travers ce discours, il y a une sorte de nouveau deal possible, avec l'Allemagne notamment, qui est, il faut que tout le monde fasse des efforts en matière conventionnelle, mais surtout un certain nombre de pays qui ne sont pas les pays nucléaires, et il faut que les pays qui sont dotés de l'arme nucléaire apportent leur propre contribution au pot commun. Et là, je rejoins ce que tu disais, Stéphane, c'est que, au fond, de même qu'il y a eu dans les années 50 la première esquisse d'organisation européenne, de même, l'euro est né de la réunification allemande. C'est-à-dire que Kohl et Mitterrand ont eu l'intelligence de comprendre que à partir du moment où il y avait la réunification allemande, ça changeait les équilibres de force et qu'il fallait organiser quelque chose pour encadrer l'Allemagne. À partir du moment où l'Allemagne va devenir la principale puissance militaire conventionnelle en Europe, il faut imaginer quelque chose comme ça. Et effectivement, beaucoup de gens pensent que ça ne passera pas à l'intérieur de l'OTAN ou par l'Union européenne, pour différentes raisons. Donc ce sera sur une base ad hoc d'un certain nombre de pays volontaires en Europe qui s'organiseront pour avoir ce mixte de nucléaire et de conventionnel sur des bases complètement à inventer. Et en réalité, là il faut bien le reconnaître, c'est que la pression russe et la défection américaine nous servent, parce que là, on n'aura plus vraiment le choix. Et c'est au fond, sous la force des événements, que ce type de nouvelle organisation de la défense européenne émergera dans les prochaines années. Maintenant, c'est une question de course de vitesse entre ceux qui s'organiseront pour se défendre et les agresseurs éventuels. Alors, moi, j'ai connu M. Lavrov dans les années 80, quand il était jeune haut fonctionnaire au MID. Il était à fond pour la perestroïka. Ah oui. Évidemment. C'est un arriviste. Ensuite, il s'est rallié parce que, bon, je pense que c'est un nationaliste, hein, et donc quand il a vu que Poutine redonnait à la Russie sa grandeur, là, il a épousé complètement ce dessin. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'est en 2019 à Paris, au Forum de Paris pour la paix, où il y avait eu l'épisode Poutine à Brégançon, Macron qui faisait des grandes propositions à la Russie, etc. Et Lavrov m'a dit, tu sais, c'est formidable ce que fait ton président. Je suis enthousiaste, j'espère vraiment que ça va marcher, mais dis-lui qu'il ne se fasse pas d'illusions, ça ne va pas nous séparer de la Chine. Стигаме до действие трето.
То е зададено така: България, Франция, но ми се иска от последните думи на посланник Дюкло да хвърля едно предизвикателство към посланник Тафров с въпроса: какъв е капацитета една страна като България с нейния политически елит в всичките му варианти, от управляващи до опозиция, да разбере това, което става в момента и залога. Примерно, какво отношение очаквате към френския ядрен чадър? Какво отношение очаквате към конвенционалния модел на превъоръжаване, който виждаме от Германия? И какво отношение очаквате към Украйна, която в момента обучава включително германски войници за това как да работят с дронове? И между другото, днес Петербургския икономически форум започна на фона на взривените петролни facilities там. Je ne peux pas parler pour la Bulgarie parce que bon, je ne suis pas aux affaires et j'appartiens à un parti d'opposition très pro-européen. Et je peux vous dire les positions de mon parti qui a fait une déclaration expresse soutenant l'idée pour la Bulgarie de rejoindre cette possibilité qui s'ouvre après le discours du président Macron, un possible parapluie nucléaire français pour compenser le désintérêt croissant des États-Unis de l'Europe. Je dois ajouter que c'est aussi vrai, ce parapluie pourrait être français, mais aussi pourquoi pas britannique, qui est une puissance, l'autre puissance nucléaire en Europe, n'est pas membre de l'Union européenne, mais se rapproche de plus en plus. Donc, un parapluie franco-britannique. Pourquoi pas? C'est une solution. Dans toute chose, la Bulgarie doit absolument être dans le cœur de ce qui se passe en Europe et à l'OTAN. Parce que sinon, on va rester dans une périphérie qui est beaucoup trop proche de la Russie, qui est le grand danger pour l'Europe, et donc vulnérable. Deuxièmement, ce que vient de dire Michel Duclos sur cette possibilité, l'émergence d'un petit groupe de pays qui pourrait, au sein de l'Union européenne, c'est ça qui fait peur à la Bulgarie, c'est d'être mise à l'écart de ce petit pays. On veut être membre, enfin, moi Stéphane Tafrov et moi, ma force politique pro-européenne le dit. Et beaucoup de Bulgares pro-européens le disent. Nous voulons faire partie de tout ça et ne pas perdre l'énorme gain qui a été celui de l'accession de la Bulgarie à l'euro. Parce que l'euro a des dimensions non seulement financières et économiques, mais surtout géopolitiques, je dirais, aussi, et surtout géopolitiques pour la Bulgarie et pour tout le monde. Et donc, il ne faut pas perdre ce gain. Dans tout ça, il faut du reste constater une chose, c'est qu'après la défaite de Viktor Orban en Hongrie, le dessein, l'intention du mouvement MAGA de Donald Trump de créer un mouvement politique global avec des appuis très forts en Europe a connu un échec retentissant. Et Viktor Orban n'est pas n'importe qui. Il y en a, vous allez me dire, il y en a d'autres leaders populistes en Europe qui sont importants pour Trump, etc. Mais là, Orban est celui qui lui était le plus proche, celui qu'il reconnaissait comme étant le meilleur, le vrai. Dans le monde de l'extrême droite populiste américaine, européenne, Orban était une espèce de
était comparable à Fidel Castro pour le monde communiste. Et donc, sa défaite cuisante a mis en échec ce dessin idéologique de Trump qui a été professé par son vice-président D.H. Vance à Munich lors de son célèbre discours. Ça ne se passera pas. Du reste, tous ces mouvements populistes d'extrême droite se détachent en Europe, se détachent de plus en plus des États-Unis, parce que, bon, les États-Unis, Trump insulte le pape, Trump met des taxes sur les produits européens, il fait des choses qui ne sont pas populaires avec les Européens, donc les hommes et les femmes politiques européens de cette mouvance doivent en tenir compte. Et donc, quelqu'un qui vient aux affaires, qui au départ était proche de Trump comme Madame Meloni en Italie, a mis de l'eau dans son vin malgré sa relation très proche avec Trump, et l'Italie, sur l'Ukraine notamment, se comporte en grand pays européen qu'il est, et responsable qu'il est, force est de le constater. Donc, un autre échec de Trump. Et donc, ça permet cette cohésion accrue idéologique de l'Europe, je l'espère, pourra permettre l'émergence de ce mouvement vers la création d'institutions appropriées, qui permettront ce armement de l'Europe, cette création d'une Europe de la défense. Et à votre question au départ, est-ce que ça suffit d'avoir l'Europe d'être un modèle de mode de vie, European soft power, ou économique en termes de valeur? Non, ça ne suffit pas. Il faut de la force, il faut des muscles pour défendre tout ça. Ça, on l'a compris, et ce qui se passe maintenant, il faut absolument saisir cette opportunité, et il faut du reste beaucoup remercier M. Trump, sans lequel l'Europe n'aurait pas pris conscience de cette nécessité. Добре, сега е момента да се обърна към вас и да ви дам възможност да зададете въпроси. Ще ви помоля да се представяте и да бъдете възможно най-кратки. Заповядайте. Предполагам, че ще дойде микрофон до вас. Уважаеми дами и господа, казвам се Георги Йорданов и съм магистър по международна сигурност. Моята специализация е именно по темата за Русия и Украйна, както и за Западните Балкани. Във връзка с нашата дискусия бих искал да попитам за вашето мнение и реалистична оценка по повод това как вие виждате ролята на Франция и Европейския съюз днес, когато често чуваме призива за приемане на Украйна в Европейския съюз до края на тази година. Знаете, има такива призиви от различни европейски лидери. И какво е вашето виждане по повод това прибързано приемане? Би ли могло то да разреши тази дилема на сигурността, в която се намира Украйна, бидейки жертва на агресията на Русия? Благодаря ви. Чува ли се всъщност? Да, ако има, искам да съм наясно колко въпроса има от аудиторията, за да знаем как да разпределим времето, дали да чуем още въпроси и да дадем възможност на нашите гости да отговорят. Ако не, директно към въпроса, какво е мнението ви за бърз режим на присъединяване на Украйна? Говори се и за Молдова. Зелена светлина получиха и двете държави, буквално вчера, но дали това би било прибързано, в какви срокове и смятате ли, че това може да разреши дилемите, пред които е поставен Европейския съюз? Кой ще започне? Господин Тафров, може би. Бързото приемане на Украйна. Аз лично съм бързо за бързото приемане на Украйна в Европейския съюз. В момента Украйна защитава цяла Европа, но това е, да кажем, моралната причина. Практическата причина е, че се вижда вече, че Украйна най-малкото не губи тази война.
И се вижда вече, че Украйна е много сериозна военна сила. Тя е важен стратегически играч в Европа и ще се превръща все повече в такъв. И затова, ако Европа иска действително да стане военна сила, тя има нужда от Украйна. И смятам, че Украйна трябва да върви по бързия път към присъединяване към Европейския съюз. Това е в интерес на бъдещето на Европейския съюз. Разбира се, това ще доведе до определени промени, но такова едно присъединяване, според мен, ще ускори тези промени, за които говорихме надълго и на широко до сега, и всъщност ще ускори въоръжаването на Европа и превръщането на Европа във военна сила. Посланник Дюкло. Peut-être une petite remarque sur l'attitude française, parce que il faut dire franchement, parce qu'ici on est dans un groupe d'amis de la France, que les Français sont très hostiles, enfin sont plutôt hostiles à l'élargissement depuis toujours. Parce que dans la mentalité française, l'Europe, c'est au fond l'Europe de Charlemagne. L'Allemagne, le Benelux, la France, l'Italie. Et quand il a fallu élargir à d'autres, mais vraiment, pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire, etc. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, malheureusement, ça a créé un sentiment un peu anti-européen, parce que la classe politique a cessé de s'identifier complètement à l'Union européenne, qui était quand même notre bébé. Donc c'était un peu absurde, mais c'est comme ça. Et là, on a un petit espoir, c'est que les choses changent. Parce que justement, comme on se rend compte de la menace russe et de la défection américaine, on commence à apercevoir ce que tu dis, c'est-à-dire que, après tout, c'est pas seulement que le flanc est de l'Europe a besoin de nous, c'est qu'ils sont très utiles pour la défense commune. L'Ukraine, mais aussi la Roumanie, mais d'autres. Hein. La Pologne, les Baltes, et qu'après tout, si c'est eux qui supportent le principal choc, c'est plutôt mieux pour nous. Donc c'est notre intérêt commun de les aider. Et il commence à y avoir ce déplacement de la psychologie dans la classe politique française. Mais c'est vrai qu'on vient de loin. Et que le réflexe de de la plupart des hommes politiques français que je connais, c'est de dire non, pourquoi l'Ukraine dans l'Union européenne, elle n'est pas prête, c'est très mauvais pour l'agriculture, etc. Alors en plus, je suis allé à Kiev moi-même, quand on discute aux Ukrainiens, ils disent, voilà, sur l'agriculture, on est à peu près bon sur tel et tel secteur, mais là, sur tel autre secteur, on n'est pas au niveau, donc il faut que l'Union européenne change son acquis. Alors là, il faut leur expliquer, ben non, s'il y a une chose que les Européens ne vont pas faire, c'est changer l'acquis. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Donc il y a encore quand même beaucoup de travail à faire. Et puis je vous avoue une inquiétude personnelle, c'est que beaucoup de gens en Europe ont la tentation de dire que pour tourner la difficulté, on associe d'abord l'Ukraine sur la partie défense. Pour la raison qu'on vient de tous de dire, c'est que c'est notre intérêt d'avoir la principale armée européenne avec nous. Donc le premier pas, le premier geste, ce serait une association sur les questions de défense. C'est certainement ce que M. Poutine va vouloir éviter à tout prix dans toute négociation de règlement avec les Américains sur l'Ukraine. Et quand les Russes font mine de dire qu'ils sont d'accord pour l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, personnellement, je suis prêt à parier qu'ils vont dire au dernier moment oui, sauf pour l'article 42.7, c'est-à-dire la clause de défense. Telle que je les connais, Lavrov et les autres, c'était ça qu'ils sont en train de préparer, certainement. Donc on a... oui, à l'entrée de l'Ukraine dans
dans l'Union européenne, mais ça risque de susciter pas mal de débats et de prendre plus de temps que ne le croit M. Zelensky. Ще ми кажете, господин Йорданов, има тази германска идея за частичен прием на Украйна в Европейския съюз, без право на глас, така, да не я описвам, на която президента Зеленски отхвърли. Няма как Украйна да се съгласи да бъде това, за което говорим, един много важен военен кост на Европа, без замяна да получи и някоя от предимствата, които ние, предишните страни членки, получихме. Това не е възможно. Тази формулата на канцлера Мерк фактически не дава нищо на Украйна, няма достъп до европейските фондове, освен че няма право на глас. И това действително не е достатъчно привлекателно за Украйна, така че да я превърне в истински член на Европейския съюз и част от семейството и да играе тази важна стратегическа роля, която може да играе. Има ли други въпроси? Ако не, нека да попитам аз нещо, което си мисля, че е важно за всички. Ние живеем в дигитален век. Технологиите са част от нашето съществуване вече. Си даваме сметка, че всичко, което идва в този дигитален свят е в много тежка зависимост от големите американски технологични компании. В този смисъл, какви са, господа посланници, шансовете европейските демокрации да преборят действително толкова сериозни финансови гиганти, но и технологични, такива като целият този универсум от големите Big Tech, Microsoft, Apple, Amazon, какво забравям? Meta, Google. Vous avez raison de souligner ce sujet parce que c'est le sujet typique pour lequel les Européens ont tort de se croire plus faibles qu'ils ne sont. D'abord parce que sur tous ces sujets de pointe, il faut 20 ans pour que ça devienne la norme, que ça imprègne complètement les systèmes. En 20 ans, on a largement le temps de rattraper l'avance faite par les autres. Ça se passe dans tous les domaines. Maintenant, la Chine est capable de produire elle-même les voitures qu'avant elle achetait en Allemagne. Et donc, pourquoi les Européens ne seraient pas capables de se mettre au niveau des GAFAM américaines? Donc, il faut avoir ça en tête. Alors, peut-être que ça prendra moins de 20 ans parce que justement le monde va plus vite, etc. Mais malgré tout, il ne faut pas croire que c'est du jour au lendemain. On a encore des délais. Si on ne s'endort pas justement en étant défaitiste. Puis, il y a une deuxième raison d'être moins pessimiste qu'on ne l'est. Et là, je vous renvoie au rapport que vient de publier un organisme qui s'appelle le German Marshall Fund, qui fait une analyse des équilibres économiques entre les États-Unis et l'Europe. D'où on s'aperçoit que c'est 50-50. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas se passer effectivement des Américains dans un certain nombre de domaines, mais le marché européen est stratégique pour les États-Unis dans beaucoup de domaines. Et si un jour l'Europe fermait ses portes aux États-Unis, l'économie américaine plongerait. Donc il faut arrêter de s'inhiber. Au moment où il y a eu la menace des droits de douane sur l'Europe de l'administration Trump, vous savez, où il y a eu cet accord
de Thornbury, sur un golf du président Trump en Écosse, qui était l'humiliation absolue, dont on aurait pu se dispenser. Madame van der Leyen a transigé sur un accord dont Macron ne voulait pas. Simplement, comme tous les autres Européens ne voulaient pas s'opposer à Trump, peut-être avec raison, les Français ont dit, acceptons, on rejoint le consensus, comme on dit. Mais rétrospectivement, est-ce qu'on a bien fait? Honnêtement, qui peut le prétendre? Donc, c'est un exemple typique, ce que vous venez d'indiquer, d'un cas où l'Europe s'auto-inhibe en exagérant sa propre faiblesse et en refusant de jouer le rapport de force. Заповядайте, има на четвъртия ред желание за въпрос. Имаме още малко време. Merci, je m'appelle Damien Greniarski. Je serai en première année à Sciences Po Paris l'année prochaine. Monsieur Duclon, vous avez parlé de la création d'une armée européenne et de d'une défense commune. Ce que je voulais vous demander, c'est faut-il quand est-ce qu'on verra tous les chefs d'État se réunir et puis sortir avec un plan concret pour la création d'une armée concrète? Et d'ailleurs, faudra-t-il qu'on attende une catastrophe comme par exemple la défaite de l'Ukraine pour que ça passe? Merci. Има още един въпрос ли? Или... Да, заповядайте. Госпожо посланник, господа посланици, Атанас Викторов, Военна академия. За какъв свят да се готвим? Нова студена война, 3 центъра на сила, 4 центъра на сила, разпадната Русия, според вас? Добре. Посланник Дюкло, към вас беше първия въпрос. Обща европейска армия, която да бъде събрана след поражението на Украина. Alors, il n'y aura pas d'armée européenne commune, hein, mais il y aura une organisation qui permette à des forces européennes de s'organiser pour faire face à des attaques précises. Vous savez, nous avons l'habitude en Europe de percevoir l'OTAN comme un bloc où tout le monde est aligné, mais ce n'est pas vrai. Les contingents restent à titre national. C'est-à-dire que si l'OTAN fait une opération quelque part, il faut que les États alliés de l'OTAN décident d'attribuer tel volant de troupes à l'OTAN. Alors, ce qui est commun, ce sont les états-majors et c'est les systèmes de communication. Et c'est un certain nombre d'éléments logistiques. Et puis, c'est effectivement des enablers qui, pour l'instant, sont américains. Mais quand on fait une coalition des volontaires pour éventuellement intervenir dans l'hypothèse d'une paix en Ukraine, on apporte nos propres états-majors, on organise nos propres systèmes de communication et nos propres transports stratégiques, etc. Et les troupes sont des troupes européennes. Donc, c'est moins satisfaisant qu'une alliance systématique en bonne et due forme, mais ce type d'organisation ad hoc, c'est quand même aussi un peu le monde moderne. C'est comme ça que fonctionnent beaucoup de choses. Et donc, moi, c'est ça que j'imagine faisable. Alors, effectivement, la seconde partie de votre question est très juste. Est-ce que pour en arriver là,
il faudra une nouvelle agression ou une défaite de l'Ukraine, ou est-ce que ça peut se faire à froid? J'ai peur que ce soit entre les deux. C'est-à-dire que nos gouvernements auront la sagesse, notamment en réaction au réarmement allemand, de préparer beaucoup de choses, mais que finalement la touche finale, la cristallisation d'un nouvel effort européen en matière de défense, ce sera à la suite d'une nouvelle secousse. Et vous voyez, il se trouve que pour l'Institut Montaigne, j'ai étudié le cas balte. Je crois que justement les Russes ne prendront pas Narva du jour au lendemain, parce que ça, les Estoniens sont prêts à faire face à ça. Les petits hommes verts, ils ont étudié ça. Mais malheureusement, les Russes ont aussi étudié la réponse estonienne à la possibilité. Et donc, ça commencera par une phase de guerre hybride intensive qui désorganisera les systèmes de défense des pays baltes. Et là, ce sera difficile parce que la guerre hybride, elle a commencé. Et donc, il faudra être très attentif. Est-ce qu'il y a une différence de degré ou de nature? Et la tendance, peut-être, dans beaucoup de gouvernements, sera de dire, bah oui, il y a un peu plus de survol, il y a un peu plus d'attaques cyber, etc., mais ce n'est pas très différent d'avant. Alors qu'on peut arriver à un point où il y a une phase aiguë de guerre hybride qui empêche les Estoniens ou les Lettons pour d'autres secteurs, ou les Lituaniens pour Suwałki, de vraiment être capables de repousser l'opération limitée russe sur tel ou tel point de leur territoire. Et quand vous êtes balte, vous vous dites, si vous avez la moindre fraction de votre territoire qui est occupée, c'est extraordinairement difficile ensuite de reconquérir. Et donc la seule solution, c'est d'escalader très vite par des frappes en profondeur sur le territoire russe. Et pour l'instant, il n'y a que les Américains qui ont ces capacités, au moins de façon un peu prolongée. Tel et tel de nos pays sont capables de le faire un peu, mais pour que ce soit vraiment systématique, il n'y a que les Américains. Donc c'est ce type de capacité dont il faut se doter en Europe pour être capable de faire face à ce type de situation. Je ne crois pas du tout qu'on prépare une nouvelle guerre froide ou chaude. Je crois qu'au contraire, on est dans une logique qui consiste à dissuader un agresseur potentiel. Et je pense que plus on se réarmera, plus on aura une capacité de dissuasion. Je voudrais ajouter quelque chose à la réponse de Michel Duclos. Pour cette raison, justement pour cette raison, le fait qu'on est entre deux mondes, une Europe capable de se défendre elle-même, armée, etc., et la situation actuelle qui ne le permet pas. Enfin, donc il faut, la première peut-être tâche, d'après les spécialistes militaires, il faut créer une vraie force d'intervention européenne qui permettra, l'existence de cette force permettra à résoudre des situations dans des guerres, des opérations hybrides, je ne sais pas quoi, donc permettra de surtout d'aider les pays frontaliers à la Russie, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie aussi, qui est frontalière à cause de la mer Noire. Donc, force d'intervention, c'est très important. Et deuxième aspect qu'on n'a pas vraiment évoqué, le futur, on peut parler de l'OTAN. Et à mon avis, ce qui va se profiler à l'horizon, c'est plus l'Europe sera capable de s'armer et de se défendre, plus l'OTAN ne disparaîtra pas, mais sera plus européen. Parce qu'à un moment donné, les Américains voudront... Enfin, ce qui s'est passé, c'est de leur vœu. Ils ont voulu que l'Europe
finance mieux ses capacités de défense, elle le fait, et donc, de là, un poids plus important de l'Europe au sein de l'OTAN, peut-être des mécanismes mieux adaptés aux besoins de cette défense européenne. Pourquoi pas? Parce que, mais d'abord, il faut passer, il faut le dire, pour pouvoir ressusciter l'OTAN, vraiment, pas par cette administration, par une future administration américaine, par une réaffirmation des valeurs et des principes de l'OTAN, qui sont à la base de l'OTAN. Parce qu'à ce moment-là, grâce à M. Trump, celles-ci sont gravement endommagées. La confiance n'est plus là. Le fait que M. Trump voit M. Poutine presque, sinon égal, mais bien plus amical que certains leaders européens, est très grave. C'est très grave. Cela doit être réparé. Et donc, à ce moment-là, à l'horizon se profilera une défense européenne propre, avec une force d'intervention, et une OTAN, une alliance atlantique plus européenne et plus équilibrée. Parce que jusqu'à maintenant, l'OTAN, ça voulait dire les États-Unis, soyons clairs. Donc, nous sommes tous membres, souverains, etc., mais ce sont les États-Unis qui portent le plus grand poids de cette alliance. Au moment où ils s'intéressent, elle a peu de chance. Voilà. Аз много благодаря за споменаването на Черно море. Някак си успявахме до този момент да не го споменем. Благодаря на посланник Тафров, че спомена Черно море. И последният ми въпрос ще бъде грубо зададен, но с Черно море в него. Посланник Дюклон, смятате ли, че тази интензификация, която може да се очаква, казахте, че може да се очаква интензификация на военната заплаха от Русия, виждате само по посока на балтийските държави или допускате и хипотеза Черно море и може би все пак да споменем Турция, член на НАТО, без перспектива за еврочленство към момента. Как изглежда ситуацията в Черно море? Допускате ли един от стереотипите, който многократно се повтаря, че Русия могат да атакуват слаба натовска държава за тестване, а не силна натовска държава? Знаем, че зад балтийските държави вече има много силно присъствие на страни като Финландия в рамките на НАТО, така че там като че ли изглежда по-силен фланг. Je crois que vous avez raison, c'est une erreur de trop se focaliser sur les pays baltes. Parce que si les Russes devaient attaquer, ce qui les intéresse, à mon sens, c'est de tester l'article 5. C'est-à-dire, dans l'état où ils sont, ils ne peuvent pas se proposer d'envahir l'Europe. Ils n'iront pas jusqu'à Berlin, hein, cette fois-ci. C'est clair qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à Berlin. Il faut qu'ils fassent la démonstration sur un ou deux points du territoire de l'OTAN que si un pays de l'OTAN est attaqué, les Américains n'interviennent pas. Et si c'est le cas, ils ont gagné. Ils ont démontré que l'OTAN est un tigre de papier. C'est ça qui est l'enjeu. Et par conséquent, ça peut être ailleurs, effectivement, que dans les pays baltes. Ça peut être en Roumanie, ça peut être dans beaucoup d'autres cas. Et pourquoi pas en Bulgarie, mais ils sont un peu loin quand même. Pas... Et donc je vous disais, les Français commencent à sortir de leur polarisation sur l'Europe de Charlemagne pour s'intéresser heureusement à d'autres parties de l'Europe, y compris naturellement les pays de la mer Noire. Et ça, c'est très important.
atteste. Je regarde la Bulgarie depuis un certain nombre d'années. J'observe qu'on envoie ici des ambassadeurs à chaque fois plus compétents, plus brillants, plus actifs. Et avec Marie Dumoulin, là, nous avons un des meilleurs représentantes qu'on puisse avoir dans votre capitale. La Turquie, je ne vois pas les Russes se frotter à la Turquie, franchement. Parce que, alors, il y a eu l'épisode de l'avion turc, de l'avion russe qui avait été abattu, qui avait conduit la Russie à avoir une politique extraordinairement dure vis-à-vis de la Turquie, mais pas militaire, hein, par d'autres moyens. Et je pense qu'ils chercheront plutôt les maillons faibles, ce qu'ils percevront comme un maillon faible dans le système de l'OTAN. Ако няма други въпроси от аудиторията, нека да спрем до тук с много идеи, породени от тази дискусия. Сигурна съм, все още с това безпокойство, с което започнахме, но и с отговори за това къде са възможните силни карти на Европа и съответно как бихме могли да преосмислим тази безпрецедентно сложна ситуация на разпад на световния ред и разпад на нещо, което бяхме свикнали да възприемаме още от началото на избухването на демокрацията в България като нещо сигурно, трансатлантическата сигурност. Тя изглежда под въпрос, но Европа има шанс. Така ли да завършим? Съгласни ли сте с моя извод? Последни думи, да не са мои, а ваши. Посланник Тафров? Je rappelle la réaction du président Macron quand il est arrivé à Varna il y a quelques années. Il a vite tout compris. Il a dit « Ah, Odessa, c'est là, et là, c'est Istanbul. » Il a vite compris le fait que la mer Noire compte, que la Bulgarie compte. Donc, sur ce point, je voudrais soutenir le fait que rien n'est périphérique à l'Union européenne, même pas la Bulgarie, et le président Macron l'avait très bien compris. Merci beaucoup de votre accueil à tous. Merci beaucoup de votre accueil à tous, de cette soirée extrêmement sympathique. Vous avez bien fait de dire que quand même, une fois de plus, répétons-le, l'Europe n'est pas sans atout, elle n'est pas aussi faible qu'on le croit, elle peut agir, même si, bien sûr, on vit dans un monde extrêmement difficile. Et ce soir, on a mis l'accent sur tout ce qui est dangereux, mais il vaut mieux avoir les yeux ouverts. Merci encore. Voilà, je voulais remercier nos éminents invités et vous dire combien nous sommes heureux de vous avoir accueillis ici à l'Institut français. Merci pour ces échanges absolument passionnants. Merci d'avoir fait le voyage depuis Paris, monsieur Duclos, et dire aussi à nos amis que vous avez les ouvrages de monsieur Michel Duclos à la médiathèque, donc justement celui consacré à l'Ukraine, avec effectivement plusieurs regards internationaux sur la guerre en Ukraine, puis également sur la France dans le bouleversement du monde. Et vous dire encore une fois que pour nous, l'Institut français ici en Bulgarie, c'est très important d'avoir ces débats géopolitiques, d'avoir ces débats sur les questions de relations internationales. Et je crois que tout ce qui a été dit ce soir le confirme, et le confirme très largement. Alors, encore une fois, merci beaucoup.